Alors, aujourd'hui à l'émission, en couleur féminine, nous recevons Dominique Maltais de la ville de Baie-Saint-Paul, service incendie. On s'en va faire un petit reportage à la merveilleuse ferme de Marie-Noël Beaulieu et on termine avec Mélanie Pouliot, agente des services communautaires, policière depuis 25 ans. Restez confortablement assis car ça se passe chez vous. Ah, je reçois la merveilleuse, pétillante, rigoureuse et dévouée Dominique Maltais du service incendie de Baie-Saint-Paul. Bonjour Dominique. Bonjour Josette. Ça me fait toujours plaisir. Mais j'ai une petite question perso. Oui. Comment vis-tu ton travail de capitaine, parce que tu as été nommé récemment capitaine, donc tu as eu un grade de plus dans un milieu d'hommes? Premièrement, c'est un honneur pour moi de recevoir ce grade-là officiel. Tu parles de femmes dans un milieu d'hommes. Pour moi, le plus loin que je peux me souvenir, écoute, j'ai souvent joué avec des garçons. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient plus sportifs ou plus sujets à faire des activités là, qui me challengeaient. Oui, c'est ça. Puis exactement. Qui t'apportait de la joie. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, ça a continué tout le long de mes études, mes passions aussi. Tout ce que j'aspirais, c'était devenir pompier. Donc, c'était définitivement dans un milieu d'hommes. Puis, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a arrêté ou qui m'a même fait questionner. Puis aujourd'hui, je peux dire que peu importe le contexte, même s'il y a plusieurs présences d'hommes, c'est pas quelque chose que je remarque ou qui fait que... Je sais qu'il y a Mme Uriel qui fait partie de votre équipe. En plus, on est rendu 3 officiellement là, dans le service incendie, 3 femmes. Donc, plus ça va, plus on prend notre place. Uriel qui a eu justement là, réussi son examen de pompier 1. Cet été, on a engagé Alice, qui est une femme aussi qui étudie pour être pompier. Donc, elle est toujours aux études, vient durant ses temps libres. Là, elle a une maison ici à Baie-Saint-Paul avec ses parents. Donc, on est présentement à 3 et écoute, qui sait dans le futur là, si on ne sera pas plus? Peut-être que grâce à une journée comme porte ouverte, vous avez fait ça très récemment. Oui. C'était quoi l'objectif exactement? Bien, écoute, tu sais, le ministère de la Sécurité publique, à chaque année, durant le mois d'octobre, lance la semaine de la prévention des incendies. Donc, cette année, c'était du 6 au 12 octobre. Et nous, au niveau du service incendie, on a décidé d'ouvrir justement la semaine officielle avec notre fameuse porte ouverte. Donc, on peut venir visiter, comme ça m'est déjà arrivé d'aller visiter la caserne, de voir comment vous êtes organisés, les camions, votre matériel. Bon, on avait plusieurs raisons. On avait des pompiers qu'on voulait honorer par les services, là, les années de service, là, d'ancienneté au sein du service incendie. On avait aussi le fait qu'on a agrandi la caserne. On a apporté là, quand même des modifications majeures là, au bâtiment. On a eu aussi l'agrandissement de la caserne. Donc, on voulait montrer ça aussi aux citoyens, aux gens de Baie-Saint-Paul. Et comme je te disais, c'était le lancement officiel là, de la semaine de la prévention incendie. Fait qu'on avait plusieurs plateaux là, afin de sensibiliser les citoyens à la prévention incendie. On avait des kiosques d'information, des jeux pour enfants. On avait, comme je te disais, des plateaux plus concernant le côté opérationnel d'un service incendie, l'appareil respiratoire qui est toujours aussi là, très intéressant. Autant les jeunes et les moins jeunes qui pouvaient endosser, mettre l'habit de combat, puis voir le facial. Vous en avez du poids sur les épaules, c'est le cas de le dire. Exactement, vraiment filé. Là, c'est quoi un équipement complet là, de protection individuelle d'un pompier, le poids que ça représente. On avait des plateaux aussi d'alimentation statique. Comment qu'on fait pour aller chercher de l'eau lorsqu'on est en périmètre, hors périmètre urbain ici à Baie-Saint-Paul? On n'a pas de borne fontaine. Comment qu'on fait pour aller chercher de l'eau durant un incendie? On avait les tours de camion aussi qui étaient très, très populaires. À un moment donné, même, on avait une file d'attente qui était... Vraiment, là, les gens embarquaient, puis vous faisiez une petite virée, puis vous reveniez à la caserne? Exactement. On avait un petit carré là, qu'on avait déterminé avec le camion échelle. Puis à un moment donné, comme je te dis, là, la file était tellement importante qu'on a dû rajouter là, notre autopompe principale pour faire diminuer la file d'attente parce qu'on avait énormément de gens qui voulaient faire un tour de camion. Fait qu'avec les sirènes et tout, les enfants adorent faire des tours de camion. On avait des jeux gonflables aussi pour les enfants. Donc, un beau moment d'échange avec la population. Oui, puis la population a extrêmement bien répondu parce qu'on sait, Josette, la semaine passée, on s'est réveillé le matin. Moi, j'étais très fébrile face à l'événement, mais là, il n'y avait plus.
C'était assez frisquet. J'ai dit, est-ce que les gens vont se déplacer? Puis oui, les gens ont bien répondu à l'appel. On a eu vraiment 2 fois plus de monde que l'événement qu'on avait tenu Il y a 2 2 ans avant, auparavant. oui. Tu connais Sylvie de la Kermesse aussi bien qui était là. sûr. Fait que Sylvie s'occupait de vendre des hot dogs. On a vendu 2 fois plus d'hot dogs justement qu'il y a 2 ans. On a fait 2 fois plus de profit avec la Kermesse. Au total, on a ramassé 950 $ pour être vraiment bien précise, qui vont aller justement redonner à des organismes ici dans la région. Tout à fait. Donc, bref, une super belle journée. Encore une fois, là, je remercie la population d'avoir répondu à l'appel. Puis, dans 2 ans, on va se revoir. Parce que Mois d'octobre, je me confesse, mois d'octobre, c'est le temps de regarder. Hein? Le froid s'installe, on rentre à l'intérieur, on repart nos systèmes de chauffage, on repart notre petit poêle à bois, on part notre truc au propane. Donc, il faut y avoir une certaine vigilance. Il faut avoir une vigilance sur beaucoup d'aspects. Tu parles d'appareils de chauffage électrique. Tu sais, le ministère de la Sécurité publique, encore une fois, recense toutes les statistiques des services incendies au Québec. Et on démontrait encore une fois que le quart de la source de chaleur d'un début d'incendie était relié aux installations électriques. Donc, on parle d'appareils sous tension électrique, et d'appareils de chauffage aussi. Donc, tu parles, l'automne arrive, on va repartir le chauffage. Donc, c'est très important de toujours vérifier si, premièrement, il n'y a pas de matières combustibles qui sont pris dans les plaintes. Exactement. Tu sais, des fois, on a des enfants, est-ce qu'il y a des jouets qui s'est vraiment coincés là, dans les plaintes électriques? Est-ce qu'on dégage aussi ces plaintes électriques-là de tout ce qui est matière combustible? Les rideaux, il faut dégager ça au moins de 15 cm de la plainte électrique. Donc, vraiment s'assurer de faire un petit ménage de ce côté-là. Puis écoute, Josette, il y a tellement de facettes qu'on pourrait aborder là, en prévention incendie, mais si on s'attarde vraiment juste à l'automne, on parle de aussi repartir les appareils à combustion. Oui. Est-ce que vous avez fait ramoner votre appareil à combustion? Est-ce que vous avez de la détection de monoxyde de carbone aussi qui est dans l'endroit où l'appareil à combustion est présent dans votre maison? Parce qu'on sait, monoxyde de carbone, c'est un gaz inodore, incolore, donc on le sent pas, on le voit pas. Puis à un moment donné, bien, c'est sûr qu'on commence à avoir des symptômes et ce qui peut mener à la mort. Donc, c'est extrêmement important d'avoir de la détection de monoxyde de carbone lorsqu'on a la présence d'un appareil à combustion, que ce soit au bois, à l'huile ou au gaz, donc au propane. Et aussi, bien, on préconise l'extincteur portatif. Bien sûr. L'extincteur portatif. Ça, on devrait tout avoir ça dans notre maison parce qu'on ne sait jamais. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une surtension dans un appareil, puis une chance que j'avais vu des reportages, j'ai agi de la bonne façon, mais ça prend des outils minimaux, puis ça empêche une catastrophe souvent, là, hein? C'est ce qu'on dit souvent lorsqu'on fait des visites dans les maisons, puis même moi dans les commerces. Quand je vends l'idée d'avoir des extincteurs portatifs dans un commerce sur les aires communes principaux, puis je vois les gens qui sont un petit peu réticents. Je leur dis, écoutez, l'année passée, tous les débuts d'incendie à Baie-Saint-Paul ont été maîtrisés ou éteints avec un extincteur portatif. Fait que oui, c'est peut-être, on trouve ça plate de dépenser une centaine de dollars pour un extincteur portatif, mais lorsqu'il est fonctionnel, inspecté, qu'on sait comment l'utiliser, ça fait vraiment le travail. Écoute, mon Dieu, Dominique, je me sens brassée. Il s'en vient comme une secousse? Oui, c'est vrai. Effectivement. C'est quoi cette secousse-là qui s'en vient? La grande secousse, c'est jeudi, le 17 octobre, à 10h17 pour être vraiment précise. Oh là là, 17 octobre, 10h17. Exactement, 10h17. Si vous n'êtes pas inscrit, toujours la possibilité de s'inscrire en ligne sur le site Internet de la Grande Secousse. Okay. Vous êtes une famille, une entreprise, vous voulez vraiment mettre en œuvre les consignes de sécurité lorsqu'il y a un tremblement de terre, vous allez vous inscrire ou sinon, simplement faites l'exercice ce jeudi à 10h17. Fait que les 3 choses à faire, Josette, s'il y a un tremblement de terre... D'abord, ne pas paniquer. Très bonne chose. Ensuite, de me mettre à un endroit où rien ne pourrait me tomber sur la tête, probablement. Oui. C'est sûr que... Est-ce que sortir du bâtiment, c'est la meilleure solution? Non, c'est pas nécessairement la meilleure solution. Là, on parle vraiment lorsqu'il y a une secousse. On parle d'un tremblement de terre qui va durer environ 30 secondes. Donc, les actes à poser, premièrement, s'abaisser au sol. OK. Hein, ça commence à trembler, on s'abaisse au sol. On va s'abriter en dessous d'un meuble. On sait qu'un meuble, ça doit quand même être assez solide, hein, parce que pour éviter que les choses, les objets nous tombent dessus. Et on s'agrippe.
Donc, s'abaisser, s'abriter et s'agripper OK. pendant tout le temps de la secousse. Ça, c'est vraiment les 3 choses à faire. Sinon, pour la suite des choses, bien, on préconise encore une fois d'avoir une trousse d'urgence, une trousse 72 heures. Et on sait ici, on en parlait en entrée de jeu là, ensemble, dans Charlevoix, on est quand même une zone, une région plutôt qui est très oui. Propice propice pour les très tremblements propice, de terre. Oui, c'est ça. Au Québec, il parle environ de 450 activités sismiques par année. Fait que, tu sais, il y en a quand même beaucoup. Fait que de là, l'importance d'avoir une trousse d'urgence qui est bonne pour les tremblements de terre, mais on le sait, Josette, qui est bonne aussi en cas d'inondation. Ah oui, on l'a vécu il n'y a pas tellement longtemps. On l'a vécu il n'y a pas tellement Ouais. longtemps. Ouais. Des catastrophes naturelles, on en voit, puis je pense qu'on va en voir encore de plus en plus. T'sais, comment je peux me prendre en charge pendant 72 heures avant de me retourner vers la ville, puis ce qu'elle pourrait mettre en place là, de mesures? Bien, au moins, je suis capable d'être autonome de l'eau. C'est ça. Couverture, peut-être lampe de poche, un petit peu de nourriture, des trucs qui se conservent bien. Écoute, tu viens Imagine. de bien le résumer, Josette. Ouais. De l'eau, on parle environ de 2 litres d'eau par personne par jour. OK. Donc, si on est une famille de 4, ça prend au moins 8 litres d'eau Si par on jour. a Pitou puis Minou, Pitou puis Minou, bien, c'est sûr, c'est pas la priorité, mais on peut prévoir un lit on pour peut eux autres. prévoir peut-être pas un lit, mais de l'eau puis de la Oui, nourriture, oui, effectivement. oui, OK. La nourriture non périssable, pour ouvrir justement ces cannes, parce que souvent on retrouve ça dans des cannes, ça va prendre un ouvre-canne aussi. Traditionnel. Traditionnel et pas Clouc, électrique, clouc, parce clouc. que justement, on n'est pas sûr Non, qu'on va avoir non. d'électricité. Non. Ensuite, radio à pile, encore une fois, pas électrique, La parce bonne que radio à pile. on ne tient pas compte Oui. qu'on a d'électricité. Oui. Puis probablement, dans une situation d'urgence où on n'aura pas d'électricité, le meilleur moyen où les gens vont essayer d'informer les citoyens, bien, ça va être avec la radio. Fait que radio à pile, avec des piles aussi de recharge, hein, puis Oui. qu'on doit vérifier au moins une fois par année, tout ça. Là. Les cannes, il faut que tu vérifies que tes cannes ne soient pas périmées. Oui. Les batteries soient encore bonnes et fonctionnelles. Tu parlais tantôt de lampes de poche à batterie ou sinon les bonnes vieilles lampes de poche là, avec Oui, la oui. petite manivelle. OK. Ça existe encore, ça? Ça a l'air que ça existe encore. OK. Ça fait partie de la liste officielle. D'accord. Ensuite, briquet, allumettes. OK. Et quoi d'autre aussi qu'on parle? C'est trousse de premiers soins. Hein? Trousse de premiers petit soins. minimum, là. On ne sait pas, tu sais, que lorsqu'on va savoir abaisser, abriter et agripper en dessous d'un meuble, est-ce on va être intact? Est-ce qu'il y en a des membres de notre famille qui vont avoir des blessures quelconques? Donc, trousse de premiers soins, très importante. Pour les gens qui ont des médicaments, là, tu sais, comme moi, là, par exemple, malheureusement, je suis rendue là, bien, est-ce que je pourrais pas me mettre un petit... Parce que moi, j'en ai toujours en surplus un peu que j'ai à un endroit. Si jamais je me retrouve coincée, j'ai mal à regarder mes renouvellements, est-ce que ça serait bien d'avoir Bien, ça aussi? c'est très bien. On parle de trousse de premiers soins, mais Ouais. vient aussi les médicaments sur une base régulière aussi que tu as besoin. Bien, c'est sûr qu'il faut prendre ça en considération puis l'inclure dans notre trousse de premiers soins. Dans notre trousse, je veux dire, d'urgence, Oui. 72 heures, qu'on va mettre dans une place qu'on va premièrement se souvenir. Hein? Oui, ça, c'est vrai. Oui, c'est un bon point, Et ça, une bonne Dominique. place qu'on sait qu'il ne sera pas assujetti à l'effondrement de plusieurs objets puis que finalement, on n'y On n'est aura pas pas capable accès. d'accès. Ouais, Exactement. OK. Fait que c'est tout ça qui est, encore une fois, on vérifie une fois par année pour s'assurer que tout est correct, que tout est bon et potable. D'accord. Mais c'est merveilleux. Merci, Dominique, d'être venue. Ça a été fort agréable. Et nous avons été chanceux parce que Dominique étant de garde, elle aurait pu être obligée de partir subito presto pour un appel d'urgence. Alors, super, Dominique. Ben, merci d'être venue. Merci beaucoup, Super Josette. Donc, on s'en va en reportage à la ferme de Marie-Noël Beaulieu. Vous allez découvrir une ferme atypique qui propose des activités et un regard sur les animaux différents. Fait que restez là. Bonjour Marie-Noël Beaulieu, Bonjour. ça va bien? Bien, toi? Bien, merci de nous recevoir ici à la ferme. Tout d'abord, en quoi ça consiste une ferme pédagogique comme vous avez ici? On a décidé de faire plusieurs volets à notre ferme sans devenir trop gros. Ouais. Alors, on a un volet éducatif, puis on a un volet production aussi. Puis on joint les deux ensemble.
Commençons tout d'abord en parlant du volet production. Qu'est-ce que vous produisez ici? On a 500 poules pondeuses. On a un permis MAPAC pour produire des œufs qui sont distribués dans les épiceries, dans les restaurants de Charlevoix. On a du maraîcher l'été, que les clients nous demandaient beaucoup. En venant visiter, ils voulaient acheter des petits produits. Fait qu'on s'est mis à produire du maraîcher. Faites-vous des paniers de légumes aussi? Nous, on n'est pas allé là-dedans. Le marché est pas mal saturé. Fait qu'il y a beaucoup déjà de maraîchers qui le font. Fait que c'est plutôt quand on accueille les gens, ils viennent puis ils peuvent acheter des légumes. Ou on a des kiosques libre-service. C'est-à-dire qu'on a 3 points de vente à Baie-Saint-Paul où les gens peuvent, avec un code QR, avec une petite caisse, payer eux-mêmes puis choisir eux-mêmes leurs légumes de saison. Donc, vous faites de la vente de moulées aussi? Oui, on fait de la vente de moulées, puis on fait de la vente de petits animaux, des poules, des lapins, des moutons, des chèvres. Fait qu'au printemps, on a un gros volet vente de moulées avec les petits animaux, là. Puis ça se fait aussi toute l'année. Donc, vous travaillez aussi en partenariat avec d'autres producteurs ici dans la région? Oui, on distribue des raisins de Charlevoix à l'automne, un jeune producteur dans le chemin Saint-Laurent. On distribue des bleuets de Saint-Hilarion. On distribue aussi fraises et framboises qui viennent de l'île d'Orléans. Oui. Puis nous, on fait des échanges aussi. On distribue notre maïs parce qu'on est un bon producteur de maïs sucré dans Charlevoix. On en distribue, on fait des échanges avec d'autres maraîchers pour ça. Est-ce que c'est un modèle qui fonctionne? Oui, ça fonctionne bien. C'est un beau partenariat. On ne peut pas être bon dans tout. Moi, je ne me lancerai pas dans les petits fruits. L'île d'Orléans sont experts là-dedans. Mais nous autres ici, on fait du super bon maïs sucré. Puis on l'a plus tard dans la saison. Fait que c'est le fun de pouvoir en offrir aux gens de Charlevoix. Marie-Noëlle, vous me disiez aussi un peu plus tôt que vous avez un volet pédagogique à la ferme. En quoi ça consiste? En fait, l'été, on a un camp de jour. On accueille une dizaine de jeunes par semaine qui viennent apprendre c'est quoi les tâches qu'il y a à faire à la ferme, comment prendre soin d'un animal. Puis, on leur apprend aussi des choses sur la nature en général, là. Ils peuvent apprendre comment se fait du miel. Ils peuvent voir un œuf en incubation. Marie-Noëlle, on voit les beaux animaux derrière. Vous faites de l'éducation. C'est quoi le genre de questions que les gens vous posent ou auxquelles ils n'auraient pas réponse? Bien, en fait, quand on fait des visites guidées l'été, on reçoit beaucoup de gens d'un peu partout, même d'Europe ou d'ailleurs, on leur fait faire un petit jeu questionnaire avec des questions de base. Exemple, combien une poule pond d'œufs par jour? On peut se faire répondre une douzaine. Les gens croient que, par exemple, une poule peut pondre jusqu'à 12 œufs par jour. Oui. Le mâle d'une brebis, c'est quoi? Un bélier. N'importe quoi, là. Combien ça prend de jours pour incuber un œuf? Ça, bien, en 5e année, je pense qu'ils l'apprennent, c'est 21 jours. Mais il y en a qui peuvent me dire 6 mois. Donc, il y a vraiment une éducation qui est importante à faire. Puis c'est pas tous les enfants qui ont un contact avec la nature et avec les animaux, là. Bien, autrefois, tout le monde avait un agriculteur dans sa famille. Alors, les enfants allaient passer l'été chez mon oncle ou ma tante. Puis, ils pilaient des balles de foin, ils étaient en contact avec des chevaux, des vaches. Maintenant, les élevages sont tous à l'intérieur. Il y a moins d'agriculteurs au Québec. Alors, c'est pas rare qu'ils n'ont aucun contact avec les animaux, mis à part le iPad ou les livres, là.
Comment ils se sentent, les enfants, quand ils ressortent d'ici? C'est quoi la réception? Ben souvent, ils veulent pas partir. Ils voudraient rester plus longtemps. Puis on l'a fait comme un parc aussi. Fait que ils peuvent pique-niquer sur place. Il y a des petits jeux sur place. Fait que oui, il y en a plusieurs qui veulent partir avec une chèvre ou avec un lapin. Ça veut pas dire que ça rentre dans l'appartement à Québec. Parlez-moi un peu des animaux que vous avez ici à la ferme. On a une trentaine d'espèces différentes. On est allé dans le miniature parce que c'est moins agressant, moins épeurant pour des petits-enfants. Alors, quand ça bouge, c'est gros, ben c'est plus épeurant. Fait qu'on est allé dans le miniature. On a des chevaux miniatures, vaches miniatures, chèvres miniatures, moutons miniatures, lapins, poules, cochons d'Inde. Au total, combien? Plus d'une... Une trentaine d'espèces différentes en tout, là. Donc, Marie-Noëlle, on va aller découvrir une autre particularité de la ferme. Oui, ça me fait plaisir de vous accueillir. Allons-y. Marie-Noëlle, on est à l'intérieur du labyrinthe, on vient tout juste d'entrer. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Oui, c'est un labyrinthe de maïs. C'est du maïs à vache qui va être récolté fin novembre, fin octobre, novembre, pour faire de la nourriture pour nos animaux l'hiver. OK. Ensuite, c'est 3 km de trajet qui sont tout près de la montagne. On peut profiter des belles couleurs de Charlevoix. Puis, on a mis des défis à l'intérieur. Cette année, le thème, c'est les papillons. Okay. Alors, les jeunes vont, pour les plus petits, il va y avoir des papillons à trouver. Il faut qu'ils les comptent puis nous disent combien il y en a. On a aussi caché des lettres dans la partie expert. Okay. À ce moment-là, ça, c'est des mots plus scientifiques sur le papillon. Puis, on met tout le temps une petite énigme, un rébus, où ils doivent trouver le mot qui est dessiné sur la fiche. Et on cache notre seul maïs bleu. On demande aux gens de se prendre en selfie avec, puis de le publier sur les réseaux sociaux. Et puis là, ils doivent trouver la sortie après avoir réalisé tous ces défis-là. Oui, c'est là que tout le monde tourne en rond. Il y en a qui sacent après moi. Mais c'est le fun à vivre, puis ça fait une activité extérieure différente, puis qui est le fun pour toute la famille. On vient de finir le labyrinthe, Marie-Noëlle, ça a été un beau périple. Oui, t'as aimé ça? Ben oui, super. Ça a pris une bonne heure quand même. Bien, il y a quand même 3 km de trajet. Merci beaucoup, Marie-Noëlle, d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous faire découvrir les différents volets de la ferme. Ça me fait plaisir. Merci à toi d'être venu. Une émission tout en femmes, mettant les femmes en vedette. Nous recevons Mélanie Pouliot. Donc, tu es, attends un petit peu, agente communautaire. On peut-tu dire ça comme ça? Policière? Coordonnatrice locale de police communautaire. Oh mon Dieu, le titre est beaucoup mieux dit, comme vous pouvez voir. Mais je suis tellement contente de recevoir une femme encore à mon émission, une femme qui œuvre dans un milieu d'hommes. Écoute, même si tu as un baby face, tu me disais tout à l'heure que ça fait 25 ans déjà que tu es policière. Oui, je suis policière à la Sûreté du Québec, oui. Mais qu'est-ce qui amène une femme comme toi à décider de s'en aller dans les services communautaires? Eh bien, dans mon parcours de travail, j'ai travaillé pendant 12 ans et demi au poste de Sainte-Anne comme patrouilleur. À cet endroit-là, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de partenariats avec des gens, des organismes durant ces 12 années-là et j'ai beaucoup aimé cette facette-là du travail policier. Donc, suite à ça, bien, j'ai quitté pour d'autres avenues, mais avec un poste qui est ouvert au centre de services de la Côte-de-Beaupré. Côte-de-Beaupré élargie, là. Oui, Côte-de-Beaupré élargie. Parce que ton mandat est très grand, là. Tu couvres, tu disais, Sainte-Anne-de-Beaupré. L'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Charlevoix-Est. Imagine. Comme coordonnatrice locale de police communautaire. Donc, c'est ça qui m'a amenée là, à venir pour
continuer ce Alors, travail. pour faire une rime, qu'est-ce que ça mange en hiver? Une spécialiste en service communautaire, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, mon travail, ça consiste à développer des partenariats avec des organismes, avec ça peut être des commerces, ça peut être tout ce qui est qu'on a dans notre centre de service, tout plein de gens pour pouvoir résoudre des problèmes que les gens peuvent avoir ou développer des partenariats avec les gens pour pouvoir éventuellement, si on a des problématiques, les résoudre avec eux puis les avoir un peu avec nous pour faire notre travail. Peux-tu me donner une idée des genres de problématiques? Service communautaire, bon, moi, je peux penser, par exemple, à de la prévention, intervenir peut-être dans les écoles, aller faire une petite conférence dans un centre communautaire. Mais quels sont je dirais présentement, là, par exemple, qu'est-ce qu'il y a là, de chaud là, comme problématique qu'on rencontre ou que tu as ciblé parce que tu viens d'arriver en poste? Oui. Dans le fond, depuis quelque temps, il y a la fraude grands-parents, qui est un problème qu'on a, entre autres, récurrent là, dans notre centre de service. Donc, ça touche un paquet de gens, ça touche toutes les sphères des personnes. Donc, nous, on veut vraiment sensibiliser les gens à cette problématique-là pour pas qu'ils se fassent prendre par les gens qui veulent les frauder. Donc, dans ce but-là, on essaie de faire connaître la problématique le plus qu'on peut. Et aussi, on travaille avec des partenaires, entre autres les caisses populaires. Donc, ces gens-là, ils sont formés, puis on les sensibilise aussi à pouvoir détecter la fraude. Donc, s'il y a un usager qui se présente à la caisse, puis il peut faire un retrait assez conséquent pour peut-être des fois il dit acheter quelque chose, mais on aime ça que la caisse pose des questions, à savoir la raison pour laquelle la personne veut vraiment dépenser. Ça peut être des montants assez élevés. Oui, puis on s'entend que la fraude, là, c'est pas toujours... bon, on a entendu parler des fameuses fraudes, là. Les gens reçoivent un téléphone, puis ils disent c'est ton petit-fils qui est pris à telle place, puis là, il faut que tu envoies de l'argent. Mais la fraude, elle peut être autour de nous, là, elle peut être dans la proximité familiale, je dirais, ou amicale de la personne âgée qui peut avoir, tu sais, qui peut être vulnérable puis sensible à se faire dire des choses, puis là, écoute, j'arrive pas, puis tatata. Il y a ça, là. Oui, il y a différentes sortes de fraudes. Il y a aussi la fraude amoureuse. Il y a des gens, des fois, ils essaient de trouver des gens, puis ils font croire qu'ils veulent venir au pays ou des choses comme ça, puis ils demandent des sous. Donc, à chaque fois que quelqu'un vous demande des sous, il faut toujours se poser la question à la raison pour laquelle les sous doivent être donnés, puis savoir aussi est-ce que cette personne-là va faire un bon usage de ces fonds-là qui vont être donnés, puis est-ce que j'ai la possibilité de les récupérer aussi. C'est très important. Donc, c'est pour ça qu'on veut sensibiliser les gens à être toujours à l'affût de savoir à qui je donne mon argent, pour la raison pour laquelle je la donne, puis si c'est une raison légitime ou pas. Puis il faut que ça soit un choix aussi éclairé, pas une obligation. Il ne faut jamais se sentir obligé. Il faut que la personne, elle donne les sous de son plein gré, puis qu'elle sente qu'elle fait une différence, puis qu'elle ait elle sache que la personne, oui, elle a aidé pour vrai. C'est important de savoir si la raison pour laquelle j'ai donné les sous, si ça a vraiment fonctionné. Oui, puis la récurrence. Là, si la personne, elle revient constamment, bien, je pense qu'il faut se poser des questions. Oui, il faut se poser des questions, puis il faut aussi savoir est-ce que la personne peut aller chercher de l'aide d'une autre façon? Est-ce que donner de l'argent, c'est la seule façon qu'on peut aider cette personne-là? Est-ce que tu peux aider aussi quelqu'un à cheminer une plainte formelle? Hein? Dans le fond, est-ce que tu accompagnes jusqu'à ce niveau-là? Non, ça va être les policiers qui vont faire ça sur la route parce que toute plainte passe par un policier. Mais sauf que c'est certain que si c'est une récurrence, bien, à ce moment-là, on peut intervenir pour peut-être aller faire de la sensibilisation auprès d'une population ou d'un groupe donné pour si c'est eux que ça touche. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. J'imagine, Mélanie, tu arrives en poste, bon, ton territoire est grand. J'imagine que tu vas travailler dans les prochains mois à faire un réseautage avec les organismes ou les personnes qui peuvent te permettre de rejoindre la clientèle le plus possible? Oui, présentement, je suis à plusieurs tables de concertation. Donc, dans chacune des MRC, on a des tables de concertation, des gens impliqués. Je me fais connaître aussi dans le milieu auprès des municipalités, entre autres. Donc, c'est certain que pour moi, là, c'est que les gens pensent à moi s'il y a une problématique. Puis même si des fois, ils ne sont pas certains, mais ils peuvent se référer à moi, puis je vais les référer à la bonne personne là, qui va agir dans leur dossier. Comment on fait justement pour te contacter, ma chère? C'est par courriel. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, c'est par courriel avec mon nom, mélanie.pouliot@commercialsureté.qc.ca, sans accent, naturellement.
Donc, c'est la façon là, de communiquer avec moi là, pour s'il y a des problématiques récurrentes. Si vous avez une plainte ou des choses comme ça, c'est vraiment par les policiers. Donc, ça, c'est le numéro là, qu'on a toujours à la Sûreté du Québec. Mais s'il y a des choses plus particulières ou si vous êtes un partenaire, bien, ça peut me faire plaisir là, de communiquer avec vous. Est-ce que tu as un petit pied à terre dans chacun de tes îlots de secteur que tu couvres? Bien, mon bureau physique est à l'île d'Orléans. OK. Par contre, là, je suis mobile là, facilement, donc j'ai un véhicule, donc je me promène là, d'une place à l'autre là, avec tout dépendant des demandes, ce qui se passe dans les MRC. Donc, je me présente là, au poste, puis je peux travailler facilement là, d'un poste. Fait que chaque poste, comme on a un beau poste qui est quand même assez récent à Baie-Saint-Paul, donc tu peux te retrouver là, avoir ton petit pied à terre au poste, tout ça. Est-ce que toi, c'est une question là, tout à fait, je dirais dans mon imaginaire, est-ce que tu as une voiture de police bien identifiée? Non, bien pas. Avec ma fonction, je suis supposée en avoir une, mais là, présentement, j'ai un véhicule banalisé, mais éventuellement, je vais avoir un véhicule marqué. Oui. OK. Donc, on va pouvoir t'identifier. Oui, exactement. Facilement m'identifier. Est-ce qu'il y aurait une chose que je t'ai pas posée comme question qui te brûle les lèvres? Bien, en fait, oui, parce qu'on a une porte ouverte au poste de Baie-Saint-Paul. Poste de Baie-Saint-Paul, pardon, samedi, le 19 octobre. D'accord. De 10h à 15h. Donc, on invite tout le monde à venir nous rencontrer. On va avoir sur les lieux les techniciens en explosifs. On va avoir un maître chien. On va avoir des véhicules marqués que les gens vont pouvoir voir. On va avoir une moto aussi de la Sûreté du Québec. Puis, on va avoir plusieurs petits ateliers à l'intérieur. Donc, on se rend au poste de police de Baie-Saint-Paul. Au poste de police de Baie-Saint-Paul. Les barrières vont être ouvertes, on va être accueillis. On va pouvoir constater les différents volets que les policiers couvrent sur le territoire. Oui, tout le travail, puis faire une visite aussi du poste. Donc, le bloc cellulaire, toute cette facette-là. Puis, on va avoir un partenaire qui est Centrum. Qui va avoir la possibilité de se désaltérer et prendre des hot dogs, qui va fournir ça pour se faire un peu de sous. Là. Donc, on a un partenaire avec nous. Puis, on va avoir des étudiants en technique policière aussi qui vont être présents de Garneau. Donc, on invite tout le monde à venir nous voir puis à pouvoir profiter là, de la belle journée pour venir voir nos installations puis découvrir le métier policier aussi. Donc, tu seras là pour faire la promotion de ton secteur d'activité. Exactement. Samedi, le 19 octobre, de 10h à 15h? À 15h. OK. C'est un rendez-vous à la maison. On a eu la porte ouverte pour le service incendie. On a la porte ouverte qui s'en vient pour les policiers. C'est toujours intéressant de se rapprocher, je dirais, de vous puis d'apprendre à vous connaître. Ça fait des liens plus humains que juste voir... Bon, on sait que les policiers sont là pour nous surveiller, qu'on respecte les règles, mais vous êtes là aussi pour, je dirais, une dimension humaine, d'aide et d'intervention, de proximité, de sentiment de sécurité pour les gens, etc., etc. Donc, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Mélanie. Bien, merci beaucoup. J'imagine qu'on va peut-être se recroiser quelque part, sur une table, peut-être de concertation. Ça fait plaisir. Donc, rendez-vous samedi 19 octobre de 10h à 15h au poste de police de Baie-Saint-Paul. Comme vous voyez, ça a été une émission où on a mis en valeur les femmes dans des milieux non traditionnels et Marie-Noëlle Beaulieu aussi qui gère une ferme. Donc, c'était très intéressant et je vous dis à bientôt.